L'année 2024, elle a été à tout point de vue exceptionnelle et je rappelle qu'elle a commencé avec le vote de la loi immigration de Darmanin à l'Assemblée nationale. Cette loi consacrait 3 mesures du Rassemblement national: mise en cause du droit du sol, déchéance de nationalité, préférence nationale. Alors bien sûr, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer ces mesures. Mais il reste ce fait. 349 députés ont voté pour des mesures du Rassemblement national qui mettaient en cause les valeurs de notre République. Et seulement 186 députés, j'en suis, et mes camarades ici présents, ont voté contre ces mesures. De quoi cette loi immigration était-elle le nom? D'une extrême droitisation du champ politique. Je ne dis pas du peuple français, je dis des responsables, je dis des députés qui ont voté cette loi, je dis des médias qui ont suivi sans contester. Or, j'ai dit que cette loi mettait en cause les valeurs de la République et je veux vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait de nous le peuple français? Qu'est-ce qui nous fonde comme nation? Est-ce notre couleur de peau? Non, nous les avons toutes. Est-ce notre religion? Non, nous les avons toutes et 50% de nos compatriotes n'en ont aucune. Est-ce notre langue? Non, nous l'avons en partage avec 28 autres pays et c'est d'ailleurs hors de France que notre langue commune est la plus parlée. Non, ce qui fait de nous un peuple, c'est notre attachement à la République qui se définit par des valeurs et un principe. Les valeurs sont simples, universelles. Elles sont inscrites au fronton des écoles et des mairies. Elles tiennent en 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Le principe est simple lui aussi. Il est inscrit à l'article 2 de notre Constitution. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà qui nous sommes. Un peuple politique qui se définit au regard de ses valeurs et de ce principe. Or, c'est précisément ce qui était en cause avec la loi Darmanin. Je m'empresse de dire une chose. Quand je parle du peuple français, je ne parle pas pour ma part que de ceux qui ont la nationalité française. Non, je parle de ceux qui s'aiment ici, qui font des enfants ici, qui mangent ici, qui dorment ici, qui travaillent ici, qui rient ici, qui pleurent ici, bref, qui vivent ici, qui s'y sentent chez eux et qui veulent y rester. Certains ont la nationalité française, d'autres non, mais ce n'est pas mon sujet. Car à l'heure où certains font de nouveau des étrangers les responsables de tous les malheurs de notre pays, j'affirme pour ma part que celui qui dit liberté, égalité, fraternité et le principe de la République et gouvernement du peuple par le peuple, celui-là est mon compatriote. Et face à ceux qui méprisent les étrangers et leurs enfants, je dis, vous méprisez la France parce que vous méprisez son peuple. Car la France s'est faite avec et par l'immigration. 20 millions de nos compatriotes ont au moins un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui était espagnol, algérien, italien, marocain, portugais, malien, tunisien, belge, congolais, ivoirien, allemand. Faisons l'essai dans cette salle. Combien d'entre nous ont au moins un aïeul qui était étranger? J'en suis. Voilà ce qu'est la France. Voilà ce que nous sommes comme peuple. Et nous ne baisserons jamais les yeux devant les racistes et les xénophobes parce que nous portons une certaine idée de la France et une certaine identité de la France. Cette identité n'est pas nationaliste, elle n'est pas xénophobe, elle n'est pas raciste, elle n'est pas patriarcale, elle n'est pas impérialiste, elle n'est pas coloniale, elle n'est pas antisémite, elle n'est pas islamophobe, elle n'est pas homophobe. Non, notre identité est républicaine et Rachel l'a dit, révolutionnaire. Elle naît avec la révolution de 1789 et affirme « À bas le roi, vive le peuple souverain ». Elle proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Elle prône le droit au bonheur, à l'amour, à la paix. Elle abolit l'esclavage et dit avec Robespierre « Périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Elle est pacifiste et internationaliste. Elle invente la liberté de conscience et avec elle, la laïcité qui dit que chacun est libre d'exercer sa religion comme il l'entend. Elle accorde l'asile à ceux qui fuient la guerre et la misère. Elle interdit le travail des enfants et leur ouvre le droit à une éducation gratuite. Elle dit que les femmes doivent être payées comme les hommes à travail égal, salaire égal. Elle invente la sécurité sociale. Elle invente la sécurité sociale pour que chacun puisse se soigner, quels que soient ses moyens financiers. Elle diminue le temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année, et elle fait la retraite à 60 ans. Voilà
Voilà ce que nous sommes, le peuple de la République jusqu'au bout, la République sociale et universelle. Et c'est parce que nous sommes cela qu'en 2024, nous nous sommes mobilisés pour le cessez-le-feu à Gaza et au Liban, et pour la paix partout où elle était menacée, en Ukraine, au Soudan, au Congo. La liste est malheureusement très longue. À Gaza, 46 000 personnes au moins sont mortes. Parmi elles, un tiers d'enfants. Leur moyenne d'âge, 5 ans. Qu'a-t-on à voir avec la guerre quand on a 5 ans? Comment nier la logique génocidaire d'une guerre qui tue autant de bébés? Et pourtant, parce que nous avons dit ces choses simples, ces mots d'humanité, nous avons été traités de tous les noms. Porte-parole du Hamas, complice du terrorisme, islamo-gauchiste, antisémite, on aura tout entendu. Nous ne sommes évidemment rien de tout cela, et je veux dire une chose. Aucune insulte, aucune menace, aucune attaque verbale et même physique ne nous fera jamais reculer sur nos principes. Et d'abord celui que nous avons mis tout en haut de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Car quand nous disons « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », nous parlons d'abord du droit à l'existence. Ce droit à l'existence dit qu'un enfant de Gaza ne doit pas mourir sous les bombes de Netanyahou et qu'un enfant d'un kibboutz ne doit pas se faire tuer sous les balles du Hamas. Car pour nous, une vie vaut une vie. Nous ne faisons pas de tri dans l'humanité. Nous voulons la paix. Nous voulons que les Palestiniens puissent avoir un État aux côtés de l'État d'Israël. Nous défendons 3 mots, ici comme là-bas: liberté, égalité, fraternité. Je dis honte à ceux qui ont été silencieux sur le génocide à Gaza. Double honte à ceux qui ont insulté les voix de la paix. Car la brutalité verbale qu'on a entendue sur certains plateaux télé contre les Palestiniens dit beaucoup du racisme anti-arabe et de la haine anti-musulman qui existe dans notre pays. Qu'est-ce que le racisme? C'est la déshumanisation d'autrui. C'est sa transformation en numéros ou en choses. Les chiffres ne saignent pas. On compte les morts, on ne les voit pas. On tue des boucliers humains, pas des enfants. Le racisme, c'est la déshumanisation d'autrui. Mais le seul qui s'y abîme, c'est le raciste lui-même. Car c'est soi-même qu'on met à l'écart de l'humanité quand on nie l'humanité des autres. À l'inverse des racistes, nous considérons que l'humanité est une et universelle. Nous nous battons dans notre pays comme ailleurs contre tous ceux qui cherchent à créer des divisions en raison de la couleur de peau, du genre, de la religion ou de l'orientation sexuelle. Et je dis que nos adversaires doivent avoir bien peur de nous pour avoir essayé de nous transformer en antisémites alors que nous sommes des gens qui combattent l'antisémitisme. Ils doivent avoir bien peur de nous pour avoir essayé de transformer en islamo-gauchistes des gens qui combattent l'islamisme. Mais s'ils ont peur de nous, c'est parce que nous leur avons donné en 2024 bien des raisons d'avoir peur, avec une arme très pacifique qui s'appelle le bulletin de vote. Car s'il faut faire le bilan de 2024, il faut parler de ce qui s'est passé avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Je vais résumer les choses très simplement. Nous avons gagné. Nous avons gagné et Le Pen a perdu. Nous avons gagné et Bardella a perdu. Nous avons gagné et Darmanin a perdu. Nous avons gagné et Macron a perdu. Voilà, en 3 semaines, nous avons mis Macron et Le Pen en échec. Alors n'oubliez jamais ce qui s'est produit dans cette élection, parce qu'ils essayent un peu de nous faire oublier. N'oubliez jamais le sentiment que nous avons eu au soir du 2e tour. Nous nous sommes dit des mots simples. On a gagné, ils ont perdu. Cette petite phrase, elle dit beaucoup. Sinon, pourquoi on aurait pleuré de joie? Pourquoi on aurait klaxonné dans les rues en prenant le drapeau français comme un soir de Coupe du Monde? Pourquoi ces sourires sur nos visages? Ce que cette victoire renferme, c'est une définition de notre peuple. Ce soir-là, beaucoup de gens se sont dit non seulement « c'est possible, on peut gagner », mais aussi et surtout « c'est bien mon pays et il m'aime comme je l'aime ». Moi, je n'ai jamais subi d'insultes en raison de ma couleur de peau. Jamais on m'a demandé de tuer de quelle origine. Jamais je n'ai eu de problème lors de contrôle de police, sauf à partir du moment où c'est moi qui me suis mis à contrôler la police, mais enfin bon. Jamais je n'ai eu de problème pour accéder à un emploi, un logement ou une éducation digne. Jamais je me suis dit c'est de moi qu'il parle en entendant des racistes à la télé. Bref, jamais mon pays ne m'a amené à douter que c'était bien le mien. Mais je sais aujourd'hui que c'est une chance. Mais j'entends autour de moi celles et ceux qui disent « je vais partir ». La France, tu l'aimes, mais tu la quittes.
C'est le titre d'un livre qui parle de nos compatriotes musulmans qui ont fait des études, qui ont réussi malgré les difficultés, qui ont suivi le chemin de la méritocratie républicaine et qui pourtant, une fois arrivés où ils sont arrivés, sont encore méprisés, humiliés, moqués, mis à l'écart, empêchés d'avancer. Je dis, moi, que si la France fait partir ses talents, c'est elle qui y part le plus, et que si la République fait partir ses enfants, c'est que la France n'est plus vraiment la France. Alors, au soir du deuxième tour de l'élection législative, au soir de notre victoire surprise et de la défaite tout aussi surprise de l'extrême droite, c'est un peu tout cela qui s'est joué. La France est redevenue la France parce qu'elle est redevenue la République. Et je prends à témoin ce qui s'est passé dans notre circonscription. Les abstentionnistes se sont massivement rendus aux urnes. Ici, à Grigny en particulier, et j'en remercie les Grignoises et les Grignois. C'est inédit. Et je sais que ce n'est pas de moi dont il s'agissait. Ce vote a un sens politique. Le vote est ce qui définit notre égalité. Dans l'isoloir, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit du 16e arrondissement de Paris ou de Grigny, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, notre genre, nous sommes égaux. Une personne égale une voix. Et c'est le moment où, en décidant ce que nous voulons pour notre pays, nous nous définissons comme peuple. Et dans l'élection de 2024, nous nous sommes définis comme un peuple républicain et antiraciste. Et je dis mieux, en prenant à témoin ce qui s'est passé ici en Essonne. Ce sont les quartiers populaires qui ont sauvé la République de l'extrême droite. Ce sont les quartiers populaires insultés, méprisés sans arrêt sur les plateaux télé qui ont réaffirmé par le vote que la France est antifasciste parce qu'elle est républicaine. N'oubliez jamais le sentiment que nous avons eu ce soir-là, car ce sentiment, c'est précisément celui que Macron, Le Pen et les médias essaient d'effacer de nos esprits. Ils essaient de nous déprimer, ils essaient de nous faire penser que tout est perdu et que l'extrême droite a déjà gagné. Bref, exactement comme ils ont fait juste avant les élections, et pourtant, c'est nous qui avons gagné. Alors, après le vote, Macron a prétendu qu'il fallait faire une trêve olympique, et il nous a volé déjà 2 mois de gouvernement, rien qu'avec ça. Et je précise que c'est 2 mois sur 12, parce que potentiellement, il peut redissoudre au bout d'1 an. Donc déjà, 2 mois de volé par Emmanuel Macron avec ça. Ensuite, il a nommé Barnier Premier ministre, le gars qui avait fait 6% aux élections. Et Barnier a nommé Retailleau à l'intérieur, qui était la version aggravée de Gérald Darmanin. Avec les députés du nouveau Front populaire, nous avions considéré alors que l'irrespect des urnes méritait la censure de Barnier. Et nous avions déposé et voté ensemble une première motion de censure qui n'était pas passée à cause du Rassemblement national. Nous avions aussi déposé une motion de destitution du président de la République. Elle avait été votée par les Insoumis, les écologistes, les communistes, et c'était la première fois qu'une motion de destitution arrivait devant l'Assemblée nationale. J'avais eu l'honneur de la défendre au nom de mon groupe parlementaire, et je remercie d'ailleurs mes camarades de m'avoir fait confiance pour porter cela. Voici ce que j'avais dit. Monsieur Macron a nommé Premier ministre l'homme d'un parti ayant fait 5% aux élections. Bon, je lui avais enlevé 1%, je suis désolé. Comment appelle-t-on un régime où ce sont les perdants qui gouvernent? Certainement pas la démocratie ou la République. Mais ce parti, c'est aussi celui de monsieur Retailleau, qui a déclaré que l'état de droit n'est pas intangible et que l'immigration n'est pas une chance pour la France quand près de 20 millions de nos compatriotes en sont issus. Ces mots ne sont pas ceux d'un républicain, ils sont ceux d'un danger public pour la patrie. L'heure est grave, censurer le gouvernement est nécessaire mais insuffisant. Le problème n'est pas qu'à Matignon, il est à l'Élysée. Et en proposant de destituer M. Macron, nous voulons régler ce problème par les voies constitutionnelles. Ce n'est plus seulement de la gauche ou de la droite dont il est question désormais, c'est de la République elle-même. Ça, je l'avais dit en octobre. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis et je trouve même que la situation s'est aggravée. Car en décembre, cette fois-ci, nous avons fait tomber Barnier, son budget et son gouvernement. Au passage, vous avez donc devant vous des députés assez exceptionnels, puisque la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1962, et que peut-être on va faire un doublé bientôt. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant, car nous avions tellement modifié le budget avec les amendements du nouveau Front populaire que nous avions fini par voter pour le budget. Et ça, tout le monde l'a oublié. C'est assez exceptionnel en réalité. Je vous explique pourquoi, pour ceux qui
ne suivent pas forcément la vie politique. En gros, le budget, c'est ce qui définit une majorité ou une opposition. Si vous votez pour le budget, vous êtes dans la majorité. Si vous votez contre, vous êtes dans l'opposition. Et c'est vrai au niveau municipal, départemental, régional et au niveau de l'Assemblée nationale. Or, cette fois-ci, l'opposition a donc voté pour le budget et voici le gouvernement qui était contre le budget. Autrement dit, le gouvernement était dans l'opposition. C'est quand même une situation assez particulière. Il faut dire que nous avions dégagé 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le budget de la Sécu et 59 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Comment? En imposant les amis de M. Macron. Et moi, il y avait un truc qui m'avait marqué. On avait fait un impôt sur 147 foyers fiscaux. 147, les 147 plus riches de notre pays. Rien que cet impôt-là rapportait 14 milliards d'euros. D'accord? 147 personnes, 14 milliards d'euros. Et on leur prenait combien? 2% de leur patrimoine. Voilà. Vous avez devant les yeux le problème qui est posé à notre pays, celui de l'accumulation de la richesse par quelques-uns et du non-partage de cette richesse qui nous empêche justement de mettre l'argent où on en a besoin. Parce qu'avec ce budget que nous avions adopté, nous aurions eu assez d'argent pour renforcer l'hôpital et l'école qui sont bien fragilisés en Essonne. 2025 commence avec une personne qui décède à l'hôpital de Longjumeau à cause d'une attente trop longue. 2024 a commencé, pour ce qui concerne la rentrée scolaire, par des centaines d'élèves sans affectation au lycée. Et d'ailleurs, avec mes collègues du Nouveau Front Populaire nouvellement élus, on s'était rendus à la DAZEN pour aller demander à ce qu'ils accélèrent les choses. Mais il faut venir au bilan. Parce qu'après la censure de Barnier, Macron a décidé de nommer Bayrou. Et avec lui, Manuel Valls la girouette, Aurore Berger la menteuse, Bruno Retailleau le raciste, Elisabeth Borne, la fossoyeuse des retraites, et enfin, Gérald Darmanin, le revoilà, le gars qui devient ministre de la Justice et qui manifestait en 2021 avec Alliance Police pour dire le problème de la police, c'est la justice. Bravo. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la censure est acquise. Parce que quand même, Manuel Valls dans un gouvernement, en plus en Essonne, tu vois, Manuel Valls dans un gouvernement, je me disais que c'était réglé, quoi. Bon, malheureusement, la motion de censure déposée le 16 juillet, comme vous le savez, n'a pas été adoptée. Alors, venant du RN, ça ne m'a pas surpris. Que le RN... Pardon? J'ai dit quoi, juillet? Je prends de l'avance sur la dissolution. Janvier, pardon. Donc, venant du RN, j'allais dire, ça ne m'a pas surpris, parce que le RN soit la force d'accompagnement du macronisme, qu'il soit sa roue de secours à chaque crevaison et qu'il soit, d'une certaine manière, son assurance vie en cas d'accident grave, ça ne m'étonne pas trop. Mais venant de mes camarades socialistes, j'ai été, pour tout vous dire, un peu déçu. Je dis cela sans volonté de créer des fractures impossibles à réparer. Au contraire, sinon je n'aurais pas donné la parole à Fatima Ougbi, qui est conseillère régionale du PS dans mes vœux. Je dis cela parce qu'il faut revenir, si cela est possible, à une position commune au prochain vote de la motion de censure. Et moi, je suis un optimiste en plus. Donc, Les raisons qui nous ont amenés à censurer ensemble en octobre et en décembre sont toujours là et se sont même aggravées. Donc, à moins de faire un demi-tour à 180 degrés et de ne pas censurer Bayrou au moment du 49.3 du budget, à quoi bon perdre notre temps et notre cohérence? Nous n'obtiendrons jamais, je vous le dis camarades, vraiment avec le fond du cœur, nous n'obtiendrons jamais du système capitaliste quelque respectabilité que ce soit, puisque nous proposons de mettre à bas le capitalisme. Il faut donc voter la censure tous ensemble la prochaine fois, car quand nous manquons d'unité stratégique et de lisibilité, nous donnons des billes au Rassemblement national. Or, voilà la grande tâche devant nous pour l'année 2025. Nous sommes engagés dans la lutte finale avec l'extrême droite. Aux prochaines élections, quelles qu'elles soient, la bataille sera entre eux et nous. Et nous devons nous préparer au choc, car cette bataille qui s'engage n'est pas seulement française, elle est mondiale et c'est une bataille pour la paix. Aux États-Unis, Trump est redevenu président. Il menace le Panama, le Canada, le Groenland, le Mexique. Il est flanqué d'Elon Musk, qui n'a pas hésité à acheter un réseau social pour s'en servir comme outil d'influence et d'ingérence. En France, Vincent Bolloré a acquis le JDD. Ce journal d'extrême droite commande désormais des sondages à l'Institut CSA, détenu par Bolloré, qui sont ensuite commentés sur CNews, chaîne détenue par Bolloré. Et voilà comment, par les réseaux sociaux comme par les médias traditionnels, l'extrême droite a peu à peu tissé sa toile.
pour nous embrouiller les esprits. Oui, il y a alerte, car 2025 commence comme 2024. Bruno Retailleau a publié une circulaire pour durcir les conditions de régularisation des sans-papiers. Il faut maintenant justifier de 7 ans de présence en France. En 1793, quand on a fait la première constitution de la Première République, c'était 1 an. Okay, voilà, 7 ans maintenant. Cette circulaire, elle a été publiée le 23 janvier 2025, soit 7 jours après le non-vote de la motion de censure. Alors franchement, la prochaine fois, censurons Retailleau. Il y a aussi alerte, car le RN et Retailleau travaillent main dans la main pour rouvrir les plaies de la guerre d'Algérie. Mais pourquoi font-ils cela? Pour désigner des ennemis de l'intérieur, pour cibler les franco-algériens ou ceux qui gardent un lien familial ou affectif avec l'Algérie. Je vous dis, ne tombez pas dans le panneau. Ne vous laissez pas faire et ne les laissez pas faire. Leur technique est toujours la même, diviser pour mieux régner. Et c'est la raison pour laquelle, en plaçant 2025 sous le signe du combat contre l'extrême droite, nous devons aussi le placer sous le signe de la fraternité, entre nous et entre les peuples. Car l'union populaire est un besoin et une nécessité pour faire face au changement climatique, pour partager la richesse, pour faire la retraite à 60 ans et le SMIC à 1 600 €, pour garantir le droit au logement et à un logement digne, c'est-à-dire sans marchand de sommeil et sans incendie qui endeuille toute une ville à chaque drame, pour que plus personne ne dorme ni ne meure à la rue, pour que l'école de nos enfants forme des citoyens libres et émancipés, et pas seulement des producteurs pour la machine capitaliste, pour que la France soit toujours à la hauteur des promesses de la République dans les Outre-mer. Et je veux ici avoir une pensée pour nos compatriotes de Mayotte, durement touchés par le cyclone Chido, pour faire de l'eau et de l'énergie et de la santé des biens communs sous contrôle public et non des ressources de plus en plus chères aux mains du marché. Et je remercie d'ailleurs le travail qui est fait ici à Grigny par le maire Philippe Rio et l'équipe municipale, notamment sur le sujet de l'eau. Pour faire enfin de la 6e République, la 6e République et restaurer la citoyenneté du peuple, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, c'est-à-dire des citoyennes et des citoyens. Voilà tout ce que nous avons à faire en 2025. Et pour faire tout cela, nous devons être unis. Et je ne parle pas seulement de la gauche, je parle de notre pays et de notre peuple. Car comme le dit si bien la chanson, l'État comprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Paix entre nous, guerre aux tyrans. Si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Belle année 2025 à toutes et à tous.